Aujourd'hui, je vous propose de sentir la couleur ensemble sur tout ce site magnifique de l'abbaye cistercien. Je vais vous poser une question. Comment choisissez-vous la couleur ou les couleurs? Je suis Sumiko Egotini. Je suis chercheuse en design couleur. Et là, aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'abbaye de Maubuisson, qui est une abbaye cistercienne du XIIIe siècle. Et je suis invitée à développer un projet de médiation chromatique qui est complètement inscrite dans ma recherche sur la couleur que j'ai commencée en 2011. À la fois une formation de Color Coordinator qui existe au Japon, qui est une licence délivrée par la Chambre de commerce de Tokyo, et aussi pour suivre les pas de mon grand-père qui était coloriste au Japon. Je vais vous proposer d'être en contact, on va dire, avec la matière première de ce bâtiment. Ça, c'est de la laine. Voilà, et la laine non teinte. Les moines cisterciens avaient la réputation, avaient un surnom plutôt, de moines blancs. Ils ont préféré s'habiller en blanc en pensant que c'était bien de revenir à quelque chose qui évoque le silence, quelque chose de pur, quelque chose qui est simple, sobre. Là, vous entendez le bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est la céramique. Donc j'ai fait appel à la manufacture de Sèvres, qui a été... Ma recherche sur la couleur, elle est à la fois sensorielle. Pour moi, c'est très important en fait de constater que dans mon pays, au Japon et en France, donc en Occident, on n'a pas la même considération du concept de la couleur. Pour savourer la couleur, j'ai toujours essayé d'ouvrir tous les capteurs sensoriels. Je vais vous faire goûter la couleur. Ce sont des petits gâteaux qu'on offre pendant la cérémonie de thé. Voilà, vous pouvez observer, vous pouvez toucher, vous pouvez regarder, il y a peut-être des odeurs. Ça ressemble à la couleur du mur ici un petit peu. Ah, c'est intéressant. Ces pierres venaient d'une carrière. Il y a du calcium dedans. Il y a aussi quelque chose de la craie, parfois du sable et du grès. Donc voilà, toutes ces choses qui sont comme des poudres, voilà, et qui s'effritent. Et qui donnent aussi cet aspect de la couleur qui s'en vont peut-être avec le temps. Je vous invite à choisir, vous pouvez toucher avant de choisir, le petit tesson qui va vous accompagner pour faire la visite du bâtiment à l'extérieur. J'ai vécu en France quand j'étais petite, de 5 ans à 9 ans, et cette transition d'environnement culturel et linguistique a marqué vraiment ma vie. Et depuis, j'ai eu très envie d'être interprète culturelle. La culture française, je l'ai apprise aussi à travers la couleur. J'ai appris le français aussi à travers la couleur. Et en même temps, ça a révélé aussi l'identité culturelle que je porte de ma propre culture. Depuis petite, la couleur est un sujet à la fois de passion, mais j'ai un rapport très personnel et particulier avec la couleur. Toute expérience sensorielle chez moi a une traduction chromatique. Ça s'appelle de la synesthésie. Et je me suis aperçue que cette posture de la synesthésie m'a beaucoup appris et m'a permis aussi de comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre juste en verbalisant. Et je me suis aperçue aussi que la couleur était à la fois un langage universel, puisque toute personne que je croise peut me parler de la couleur, de leur expérience, et à la fois la couleur est très spécifique à certaines cultures, au background, au ressenti de chacun. Donc ça me permet à la fois d'entrer en contact
sur un sujet large à travers la couleur avec un public large, et à la fois approfondir certains sujets comme le changement climatique ou la transition socio-écologique dans un contexte particulier, en visitant par exemple un site de monument historique, en parlant d'un patrimoine culturel, historique. Ah ah. Alors, quelle est la particularité d'un kaléidoscope? Il modifie des formes Oui, et les couleurs. et les couleurs, mais souvent il y a des choses à l'intérieur. Oui. Ah oui, oui. Et là, il n'y a pas de choses à l'intérieur puisque c'est vous qui allez regarder votre environnement avec ce thomascope. Et Thomas veut dire en grec émerveillement. Au Japon, en fait, on écrit la couleur avec un certain idéogramme et on dit iro. Et en français, on dit couleur. Et le mot couleur, en fait, vient du latin color, en fait, qui a une racine, qui retrouve sa racine dans le verbe celare, qui veut dire cacher, receler. Et donc l'origine, en tout cas, du sens couleur du latin serait plutôt de couvrir, en tout cas, la surface, la matière première, peut-être pour l'ennoblir, pour l'embellir, mais en tout cas, on va plutôt venir masquer ou cacher la surface ou la matière, et c'est ça la couleur. En fait, je ne l'ai pas fait exprès, mais vu de loin, je me suis dit, oh là là, ça me parle cet arbre. Et Noël, le jardinier, me dit, Masumiko, c'est l'orme du Japon. Et en fait, en japonais, ça s'appelle keyaki. Et keyaki en japonais veut dire arbre qui se remarque par sa beauté de loin. Tandis qu'au Japon, quand on parle de iro, c'est composé en deux parties. Et quand on regarde, et si on est attentif, on voit comme deux êtres humains qui, l'un chevauchant l'autre. Et c'est étonnant, mais dans ma recherche, j'ai découvert que l'étymologie du mot couleur iro en japonais, c'est faire l'amour. Il suffit presque de s'imaginer dans un état amoureux. En fait, on va observer la personne vraiment de façon très minutieuse. Le moindre petit détail qui nous stimule est important. Et donc, c'est par analogie, iro signifie révéler la matière première, révéler les états. Donc, c'est très différent du mot couleur, comme je viens de l'expliquer. On parle volontiers de 24 saisons et volontiers de 72 saisons. Et en fait, 72, les 72 saisons, ça veut dire que tous les 5 jours, si vous observez bien la nature, minutieusement, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai la saison d'hier jusqu'à hier, qui était les oiseaux migrateurs viennent chez nous. Ça, c'est le nom de la saison de juste jusqu'à hier. Ah, ils ont tout un nom, les 72. Oui, et les 72 saisons, on les avait importées au Japon comme outil d'agriculture en fait. Là, je vous amène jusqu'à 8e, 12e siècle, au temps des princes et des princesses au Japon. Et en fait, à l'époque, il fallait maîtriser les codes de couleurs comme les codes de saison, parce que pour chaque saison, il y avait des associations de couleurs. Il y en avait plusieurs. En tant que chercheuse, j'ai un protocole qui est la médiation chromatique. Alors au départ, c'était vraiment une commande du musée Guimet. Pendant 5 ans, j'ai développé en partenariat et en collaboration surtout avec une personne spécialisée en médiation dans le musée, le protocole qui s'appelle toujours sensation-soustraction. C'est un protocole c'est un dispositif, la médiation chromatique, qui est composé de 2 principes. Donc il y a d'une part un scénario ou des chapitres qui sont des exercices
de sensibilisation à la manipulation de la couleur. Ce sont des exercices très concrets qui sont liés aussi à notre perception. Et l'autre côté, c'est vraiment la partie poreuse que je co-construis avec les lieux, les personnes qui m'invitent pour qui ont besoin d'un accompagnement en médiation chromatique. Et tout ce partage va permettre de nourrir ma recherche et va me permettre d'aller plus loin dans la compréhension aussi des textes plus anciens. Donc en observant ce qui se passe aujourd'hui, je fais une sorte d'archéologie du futur, d'aller chercher des réponses qui pourraient peut-être être des pistes de recherche, un début de réponse par rapport à des crises, à des transitions socio-écologiques que nous vivons actuellement. Mais souvent, les réponses sont cachées déjà dans notre passé. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de créer un écrin pour attraper dans l'air la couleur, mais sinon les couleurs, elles sont présentes partout. Tout simplement, nos yeux humains ne peuvent pas tout capter sans justement la chance d'avoir des conditions qui nous permettent de voir. Et au-delà du violet, ben voilà, ultraviolet, nous, humains, on ne voit pas, mais des animaux, notamment les oiseaux, peuvent voir. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Et si vous avez des questions? Ce qui est le plus important pour moi, c'est Joseph Albers aussi qui le disait, la couleur c'est comme une personne, elle a une valeur identitaire, individuelle, et à la fois elle existe avec les autres. Elle n'existe jamais de façon isolée, mais elle existe toujours en harmonie avec son environnement. Et je pense que c'est cet aspect de la couleur, à la fois un savoir-faire, mais le savoir-être non dissociable qui m'intéresse beaucoup à partager avec les autres pour essayer de traverser cette période de transition socio-écologique qui est si importante et qui est si présente aujourd'hui. Moi, j'ai appelé Gamme des émotions en samedi à l'abeille. Moi, j'ai fait La nature s'endort doucement. Ah oui, on annonce les étapes à venir. Oui.